Soyez les bienvenus sur le repère des motards pour ce premier essai d'une grosse nouveauté 2025. La R1300 RT. Vous ne l'aurez pas forcément reconnue, c'est normal, elle change radicalement par rapport au modèle précédent. Avant de rentrer dans le détail, on va commencer par le prix de cette version. Elle est à près de 33-34 000 € avec toutes les options et tout ce que vous voyez dessus. Donc déjà, ça commence à chiffrer. Autre chose qui va impressionner, son poids, 281 kg. Ils sont à rapprocher des 145 chevaux qu'affiche toujours le Boxer que vous avez ici. Boxer, moteur donc propre à BMW, ce bicylindre horizontal avec les culasses légèrement décalées qui va vraiment faire la personnalité et puis l'originalité bien entendu de ce modèle. Cette moto, elle a énormément évolué. Du coup, on va refaire le tour ensemble. La nouveauté, c'est déjà cette esthétique. Très singulière, très originale. Dans ce coloris bleu, ça sort bien les différences. On voit que tout a été refait, de l'avant, de l'arrière, de partout. Le moteur, il va porter littéralement les éléments de carrosserie. Et puis, il va également profiter de toute une panoplie d'assistances. Des assistances qui sont maintenant devenues standards, certes, mais d'autres qui le sont un petit peu moins avec quelques originalités, notamment pour la version essayée aujourd'hui, la boîte à transmission automatique dite ASA, une option à 900 € je crois, et qui permet de s'affranchir complètement d'un levier d'embrayage et de conserver uniquement la pédale de vitesse. Elle va vraiment conserver les mécanismes que l'on a soi-même en termes de conduite, puisqu'on va passer les vitesses au pied si l'on évolue en mode manuel, mode transmission manuel, puisqu'il y a également un mode de transmission automatique, lequel, cette fois-ci, ne fait intervenir que la poignée droite pour accélérer et puis la main droite pour freiner. Un freinage qui est puissant. Ça a des éléments là qui sont bien sûr à fixation radiale, avec un maître-cylindre également radial. Et donc tout cet équipement-là va faire que on se retrouve avec une moto qui paraît légère comme ça, mais pèse donc dans les 281 kg. Ça, je m'en remets pas. Ce que vous voyez ici, ça n'est pas gadget du tout. Ces flancs-là, ils ont une utilité. On est un petit peu sceptique au départ, mais alors franchement, quand on fait de l'aérodynamique, là, comme ça, quand on les remonte, on sent l'air vraiment s'en aller et puis repartir sur les côtés sans même toucher les cuisses ou les genoux. En roulant, c'est bluffant, on s'en rend compte très rapidement, même sans aller aux allures autoroutières. Et quand il fait froid ou qu'il pleut, c'est encore mieux. Le réservoir, il est agréable, la forme a été revue, elle est plus fluide, ce qui fait que quand on est sur la moto, on n'est plus gêné. Devant soi, on a de la place, la position de conduite est légèrement plus en appui sur l'avant. Et surtout, quand elle n'est pas sur la béquille centrale, ce qui est le cas là, on pose très facilement les pieds au sol. Effectivement, quand on est sur la centrale, on peut patiner un peu. La centrale d'ailleurs, elle se met pas si facilement que ça, mais la moto se baisse au moment où on la prend et ça permet de la déployer plus facilement et de la positionner plus rapidement sur la béquille, même si a priori on n'a pas besoin de ça pour entretenir le bras oscillant. Un bras oscillant qui, rappelons-le, donc le télélever et le télévers, aujourd'hui, cette transmission, cet arbre de transmission, il est recommandé de le changer à 80 000 km. Donc 80 000 km, c'est quand même pas beaucoup pour une grosse rouleuse comme ça, donc ça reste des coûts à prévoir. Le système sonore qu'il y a ici, donc le système sonore, il est le système le plus haut de gamme, parce qu'il y a un système intermédiaire entre rien et celui-ci. Nous, on avait le système haut de gamme. C'est beaucoup mieux que ce que c'était par le passé, c'est encore pas parfait, mais par contre ça marche bien, on a un son qui peut être relativement clair et suffisamment puissant, et ça évite éventuellement d'avoir des écouteurs dans le casque. Un petit point dont je n'ai pas parlé en roulant, voilà. Pas oublier que les rétroviseurs, on peut les replier. Alors c'est marrant ça, parce que avant on avait tendance à pouvoir les replier, ou alors ils tombaient, ils se décrochaient. Bon, maintenant sur cette version là, hop, on les replie, il faut juste faire attention au miroir qu'on peut éventuellement déplacer ou dérégler, mais c'est tout. Miroir d'ailleurs qui intègre les témoins d'angle mort, ça c'est une délicate attention. La bulle qui est électrique, elle est intéressante également, elle offre une très bonne protection, donc ça fait partie également des points positifs. En duo par contre, il y a quelque chose que j'ai oublié de vous mentionner, les poignées là. Les poignées en duo, elles sont chauffantes. C'est une première. La zone noire sur les poignets, elle va permettre d'avoir
du chauffage. La selle arrière peut aussi être chauffante. C'est une réflexion qu'on se faisait encore il y a peu avec les confrères. Ben ça y est, c'est arrivé, BMW l'a fait, il y en a qui l'ont rêvé. Je vous emmène tout de suite sur mes embarqués et on revient en plateau pour en reparler. On est vraiment bien installé à bord, notamment sur la selle. La selle, elle est ample, elle est assez large et surtout, elle est plutôt confortable. Quand je dis plutôt, c'est que ça reste ferme. Sur long trajet, ça peut encore continuer à tanner un peu, mais on peut compter sur les suspensions pour compenser justement cette assise, on va dire à l'allemande, un peu comme dans les voitures. Ça a toujours été un peu ferme. Du coup, la position du bassin, elle est bien et surtout, on peut s'avancer et se reculer. Alors le réservoir, il va poser quelques questions, notamment si on n'aime pas trop avoir les jambes écartées, parce que dès qu'on va se rapprocher de lui, il y a des arêtes qui peuvent se faire sensibles si on aime conduire vraiment devant et collé à son réservoir. Alors les jambes, c'est pareil, c'est un peu un entre-deux, parce qu'elles n'ont pas trop de place, elles se retrouvent en hauteur pour ménager une garde au sol, les repose-pieds sont placés haut, et surtout, elles sont coincées, les pieds sont coincés entre le cylindre et puis les valises, donc il n'y a pas une amplitude de placement énorme, mais cette position des jambes, elle reste agréable avec les bras qui sont à l'aplomb des cuisses et donc ça offre de très bonnes possibilités en termes ergonomiques et surtout pour la conduite. Bon, le Boxer 1300, on le connaît, c'est-à-dire que du 1250 qui était relativement rond, doux, velouté, mais qui avait quand même de la force, là on se retrouve avec un moteur qui est plus sonore, qui va avoir une ambiance mécanique complètement différente, il va avoir des bruits un peu spécifiques, spéciaux, mais surtout, qu'est-ce qu'il est coupleux à bas régime, et dès qu'il décolle, il décolle extrêmement fort, ce qui fait que sur un départ arrêté, la moto, elle est presque virulente. Si on met poignet dans le coin, l'avant, il se lève, ça se lève tout seul, et même, elle est même capable de passer un rapport alors qu'elle a la roue avant de lever. Ce moteur-là, il est vraiment très puissant lorsqu'on va dépasser les 6000 tours minute, mais juste avant, dans la zone des 2005 jusqu'à 3005, aux environs de 3000 tours, donc on a des vibrations, mais on a déjà du couple. Et le couple, il se renforce toujours. Par palier de 2000 tours minute, on a 2, 4, 6, 8, 10, parce qu'on peut monter très haut dans les tours, et jusqu'à la rupture. Et là vraiment, il y a des décollages dans tous les sens, il est plein, il est extrêmement agréable, il y a un véritable agrément, mis à part cette espèce de sonorité curieuse qu'on peut avoir et qui est moins agréable, moins filtrante, moins feutrée que ce qu'on pouvait constater sur le 1250. Mais par ailleurs, on est sur un moteur qui peut afficher en fonction du mode d'exploitation, parce qu'il y a le mode road qui est un peu plus calme, mais avec le mode dynamique, bien sûr en option, parce que sinon c'est pas drôle, il y a moyen de faire quelque chose et puis d'avoir cette impression de sportivité. Et justement, cette sportivité-là, on se demande toujours si la partie cycle elle va être capable de l'encaisser. Maintenant, c'est le cas, notamment grâce à l'ASA et puis surtout au système de géométrie adaptatif. L'ASA, c'est vraiment le gros morceau de cette moto et elle est très intéressante cette technologie. Je ne l'avais pas du tout aimée sur la R1300 GS Adventure et là j'ai vraiment redécouvert le système. Bon, c'est peut-être à force de s'habituer. Franchement, l'embrayage, le point de patinage, tout ça c'est super bien géré et il n'y a pas grand chose à redire. On garde un côté soit feutré, mais il y a toujours une optimisation de l'accélération et puis de la manière de passer les vitesses. Alors il va les passer super rapidement, ce qui fait que de temps en temps ça peut engendrer un léger à-coup, mais en fonction de l'ouverture des gaz, on le sent plus ou moins et aussi en fonction de la vitesse à laquelle on évolue et du degré de rotation du poignet droit. Ça c'est important de le signaler parce qu'on peut tout à fait parvenir à avoir une moto extrêmement douce ou alors avoir une moto un peu plus vive dans son changement de vitesse. Ça va dépendre vraiment de la manière dont on tourne le poignet et de ce qu'on attend. L'ASA, d'une manière générale, moi j'ai trouvé qu'il réagissait super bien et qu'il était totalement conforme à mes attentes. Ça passe pas les rapports quand ça va être sur l'angle. C'est très agréable et d'une souplesse assez probante. Par contre, il faut savoir que ça va rempiler les rapports à la montée comme à la descente et donc ça va prendre un certain temps parce qu'il faut qu'on soit au bon régime. On a soit un super shifter au pied, soit ce système qui va le faire automatiquement et qu'on conserve de toute façon la possibilité d'intervenir de son propre chef pour arriver à forcer quelque chose, une action ou ce qui nous plairait. On a l'ASA qui s'occupe de la boîte de vitesse et l'ESA qui va s'occuper des suspensions. La nouvelle version de l'ESA avec donc l'ESA Evo
la version la plus évoluée, qui va permettre de changer l'assiette de la moto, donc en contraignant davantage et en allongeant le ressort à l'arrière pour qu'on reporte un petit peu de poids sur l'avant, et puis en rétrécissant quelque part l'angle de chasse avec la roue avant qui va se rapprocher un petit peu de la roue arrière, ce qui va faire qu'on va avoir une moto beaucoup plus vive et donc deux comportements différents. Au mode road, eh bien, on se retrouve avec une moto qui est souple, qui est confortable et qui peut induire quelques mouvements parfois lorsqu'on va commencer à vouloir rouler plus vite. Ce n'est pas le cas une fois qu'on passe en mode dynamique. Le mode dynamique, il est extrêmement marqué. Dès qu'on l'enclenche, on va raidir un peu les suspensions, on va changer la répartition des masses et puis on va se basculer un peu plus sur l'avant et dès lors, on va se retrouver avec une moto beaucoup plus agile, beaucoup plus vive, qui va s'inscrire encore plus facilement en virage et donner un train avant un peu plus bavard aussi. Donc c'est tout bénéfice. On a vraiment deux identités propres. Le mode dynamique, c'est une vraie réussite. Et il reste malgré tout confortable. Et ça, c'est notamment dû aussi aux pneumatiques. Du fait du paralever et du télélever, ça change tout au niveau du freinage. Et ça, c'est un fait chez BMW. Il y a vraiment une manière très particulière de freiner. Cette RT, elle ne déroge pas à la règle. Tout simplement, quand on va saisir les freins, il vaut mieux, à la limite, ne freiner que de l'avant ou que de l'arrière. Auquel cas, si on freine que de l'arrière, il ne se passe quand même pas grand-chose, disons-le. Ça ralentit, mais ça ne freine pas de manière puissante. Alors que quand on freine de l'avant, on va freiner relativement à plat parce qu'il n'y a pas de plongée, justement, ni de changement de géométrie particulier de la part du télélever à l'avant. L'instrumentation de bord est archi complète. Il n'y a rien qui manque, si ce n'est éventuellement une consommation instantanée. Il y a la consommation moyenne, mais la consommation instantanée, on ne peut pas l'afficher. C'est plutôt curieux. C'est une surface qui est extrêmement confortable. C'est tout en largeur, c'est panoramique. On a vraiment cette impression qu'ils ont cherché à alléger le poste de conduite et c'est très réussi. On a toujours ce bouton burger qui est apparu sur la 1300 GS, mais il n'est pas très pratique parce que quand il y a beaucoup de fonctions et de fonctionnalités à appeler, ça doit être un bouton de raccourci, il faut quand même rentrer dedans, choisir, réutiliser flèche haut, flèche bas, revenir, ressortir, repartir, rappuyer. Bref, ce bouton burger, c'est du multiplexage, mais il n'est pas toujours évident à utiliser. Ça ne remplace pas si bien que ça les commandes qu'on avait avant. Il y a aussi 4 petits boutons de raccourci qui sont programmables. Ça, c'est très pratique. C'est au niveau de la main gauche. La bulle, elle est devenue très protectrice, notamment grâce à l'aérodynamique entièrement revue. Alors, c'est assez génial dans l'absolu. Et c'est complété surtout par les flaps latéraux qu'on va avoir. Ça va faire une grosse différence au niveau de la protection des jambes, notamment des cuisses et des genoux. Là, dès qu'on les remonte, il n'y a plus rien qui passe. Et même en cas de pluie, on se rend bien compte que l'eau, elle va quand même pouvoir atteindre les jambes. Mais par contre, l'air ne sera plus là et ça va permettre de gagner un petit peu en protection. Et ça, c'est vraiment flagrant. C'est extrêmement efficace. Les conditions qu'on avait, elles n'étaient vraiment pas idéales. Maintenant, c'est des conditions qui font ressortir les qualités aussi bien que les défauts. Et ce coup-ci, ce qui ressort, c'est que déjà, on a des bons pneus. Des Michelin Road 6 GT qui sont justement faits pour les motos lourdes. Et ça, moto lourde, c'est presque surprenant parce qu'elle fait quelque part presque moins lourde que la R1300R qu'on a essayé ce même jour. C'est particulièrement bien réparti. L'ambiance à bord, elle est particulièrement agréable. Dans ses points forts, il y a bien évidemment son moteur. Là, le moteur, il trouve vraiment un écrin puisqu'il va être intéressant en termes de douceur, de rondeur, mais également d'énergie puisqu'il est capable quand même, malgré le poids emmené, d'arriver vraiment à se faire exprimer la puissance de 145 chevaux qui est disponible relativement bas. Et ça, c'est intéressant également, tout comme le couple. On va avoir quand même une plage d'utilisation qui va monter dans les 10 000, 10 500 tours minute avant d'arriver au rupteur. Et bien avant cela, on a largement de quoi se faire plaisir et exploiter un couple omniprésent et surtout un gras moteur qui la rend très attachante et très intéressante. On ne manque jamais de rien avec ce moteur. Finalement, d'arriver à la critiquer, ça va être plutôt sur de l'esthétique ou alors des aspects pratiques, comme cette espèce de trappe là devant qui est certes pratique mais qui fait pas très premium pour BM. Ça a l'air costaud, ça a l'air robuste, mais je sais pas, il y a un petit truc un peu spécial. Et puis surtout, dans cette trappe que l'on retrouve devant, donc qui est en double ouverture, un premier cran puis un deuxième, on va la manipuler principalement à l'arrêt. On peut mettre un petit téléphone comme celui-ci. Sur le côté, on retrouve une prise 12 volts de type micro-DIN. Il n'y a pas grand-chose qui les exploite, sauf des accessoires, bien entendu, BMW, comme par hasard. Enfin, pour ce qui est des accessoires que l'on avait ici, notamment ces valises, elles sont réglables
elles sont en dur déjà, surtout, et puis elles sont réglables en écartement pour pouvoir charger plus ou moins de choses et éventuellement mettre un casque intégral à l'intérieur et puis des effets. Mon ordinateur ne rentrait pas, c'est fort dommage parce que vu la pluie qu'on s'est pris, j'aurais bien aimé qu'il soit au sec. La forme des valises est assez complexe et puis il y a tout un mécanisme à l'intérieur. On ouvre ici, les petites trappes là, une molette à l'intérieur, ça marche bien, c'est efficace, c'est bien fini, c'est propre. Mais justement, tout ça, ça a un coût et le coût il est véritablement conséquent. Est-ce que c'est un problème? Pas forcément si vous êtes client BMW, que vous connaissez la marque, que vous avez déjà expérimenté, ou alors que vous voulez une routière pure et dure qui a quand même des allures de sportive. Maintenant, ce tarif, il est quand même sacrément salé dès qu'on commence à mettre des options qui n'en sont pas véritablement chez BMW parce que, eh bien, elles contribuent à faire de la moto ce qu'elle est réellement. Excellente routière, certes, mais avec un coût conséquent. Et aujourd'hui, eh bien, il faut que la marque allemande continue à se renouveler, à essayer d'être précurseur pour montrer un petit peu le chemin aux autres et puis montrer qu'ils ont toujours une longueur d'avance. Ça, ils sont un peu prisonniers de ça et quelque part, ça les oblige à avoir des designs originaux, à avoir des idées vraiment spéciales, mais que l'on paye vraiment au prix fort. On va finir eh bien, pour quelques défauts. Il y a le poids. Le poids aussi de la moto, 280 kg, même si on ne les sent pas en roulant, quand on va devoir la bouger, ça va se sentir. Quand on va devoir la mettre sur la béquille, ça va forcément se sentir. Et puis quand on va se faire embarquer, ça va se sentir aussi. Pourquoi se faire embarquer? Tout simplement parce qu'elle est capable d'en rouler fort, voire très très fort. Cette moto, elle a le package complet, mais il faut quand même continuer à s'en méfier. Ce que je vous invite à faire, c'est à retrouver l'essai écrit sur le repère des motards. Vous pouvez toujours me poser vos questions parce que je serai toujours ravi d'y répondre. Donc n'hésitez pas non plus à souscrire à notre chaîne. On se retrouve très bientôt pour un nouvel essai. Quant à moi, je vous dis à plus tard.